C'est parti, bonjour Denis, bienvenue dans cette Creative Talk numéro 6. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir. Donc on est en direct du Québec. Ouais. Il est quelle heure là-bas? Il est 13 heures, Il est 13 13h03. heures. 13h03, ok. Donc tu as déjeuné, tu es plutôt en bonne Ouais, forme, ouais. ouais, prêt pour un somme. Donc on va démarrer avec évidemment l'ensemble des questions qui vont pointer sur l'ensemble de ton œuvre, une petite présentation initiale pour un petit peu connaître ton parcours, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet avec l'explication de ton art au travers de l'œuvre qui converge aujourd'hui sur des records de vente, etc. C'est un best-seller mondial, des récompenses partout. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Il s'appelle La Bombe, coécrit avec des auteurs. C'est un projet qui remonte il y a 3-4 ans, c'est ça? En fait, on a commencé à en discuter. Bah, maintenant, ça fait presque un an et demi, non, plus d'un an et demi que ça a été publié. Donc, ça fait 6 ans, presque 7, qu'on a commencé à en discuter. Ça a été un projet qui était long quand même à mettre sur les rails. Hmm. Et en plus de ça, moi j'avais des bouquins terminés et eux avaient la recherche en amont à commencer. Ouais. Donc il y a eu un long processus avant de pouvoir s'y lancer. Mais de mon côté, le boulot a duré au moins 4 ans. Ok. Alors, on va partager un keynote qui va nous permettre d'illustrer en fait tes propos, notamment au niveau de l'ensemble de ces recherches. Il y a des films aussi qui montrera ta patte graphique, comment effectivement tu parviens à transcender un petit peu le scénario au travers de mise en scène, de planches, etc. On va se régaler. Donc, je te propose d'ores et déjà de commencer à partager ce document. Et puis, on va pouvoir évidemment converser sur les images qui se présenteront. L'objectif, c'est effectivement de comprendre un petit peu comment s'effectue cette démarche de scénarisation vis-à-vis de l'ensemble des contraintes liées à une bande dessinée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va évidemment un petit peu parler de ton parcours, Ouais. qui est évidemment pour tout amateur de comics, de bande dessinée européenne, etc., extrêmement savoureux. Tu as démarré plutôt dans l'industrie du comics américain? Oui, disons que ça fait déjà un petit bout, hein? Ça fait quelques années. Euh, En fait, moi, j'ai commencé dans la bande dessinée surtout parce que j'ai pu suivre les changements technologiques. À l'époque, je tenais pas tellement à déménager pour... je m'excuse. Oui, pardon. Euh, je voulais pas nécessairement déménager à New York pour travailler sur un truc qui était vraiment pas tellement évident. Mhm. Euh, mais le, le, le métier étant ce qu'il est, les changements qui sont parvenus dans ces années-là, c'est tout bêtement les courriers Fédéral Express ou des trucs comme ça. Donc, je pouvais travailler à partir du Québec avec les Américains. On s'envoyait les pages par, euh, par courrier. Donc, à toutes les semaines, je recevais un colis d'une vingtaine de pages ou moins probablement de bande dessinée que je devais terminer. D'accord, Ensuite, donc ben, tu, quand tu, tu étais dans l'ancrage, c'est ça? Tu ancrais oui, des oui, crayonnés? Tu as oui. démarré comme encreur, ouais. Ouais, et plus spécifiquement pour Superman, ce qu'on appelait du finishing, c'est-à-dire que le dessin lui-même était moins terminé que ce qu'on entend par des crayonnés classiques, disons. Mhm. Qui était la norme, c'est qu'on pouvait faire une subdivision. On sait, les comics, il faut tellement produire rapidement que euh,
Pardonnez-moi, Oui, vraiment. donc il y avait de l'ancrage, il y avait effectivement pas mal d'ancrage et un Ouais, travail de mais finishing sur les planches qui t'étaient ouais. envoyées régulièrement. Donc, le finishing, en fin de compte, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de texture. C'est souvent une ligne vraiment où on définit seulement la narration. Et Mhm. moi, je viens compléter le dessin. D'accord. Donc, si on regarde par exemple la planche qui est sur le côté, on Ouais, s'aperçoit qu'effectivement il y a plusieurs types de textures. Il y a de la brique ici, il y a de la fumée qui sort effectivement de la bouche d'aération, il y a des ombres portées aussi également. Il y a des ouais. textures apportées aux vêtements, sur les plis, etc. Donc, ton travail était également axé sur ce type de détails. Oui, oui, tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est particulier parce que j'ai aussi fait le crayonné. D'accord? Habituellement, bon, on va le voir probablement un peu plus tard dans ce que j'ai fait aussi, la différence entre un crayonné qui est hyper précis ou un qui est seulement une mise en scène ou presque un storyboard. Hmm. Et alors, tu as donc travaillé dans cette industrie du comics pendant, oui, une bonne dizaine d'années, un peu plus. Oui, à peu près, peut-être quelques années sur différentes séries, bon, dont The Demon, créé par Jack Kirby. Mhm. Puis ensuite, c'est presque tout le temps sur Superman. Ok. Et après avoir travaillé aussi sur des histoires concernant Star Wars et autres, il y a évidemment une immersion, je dirais plutôt dans la bande dessinée européenne. Oui, Euh, oui, c'est un peu curieux comme parcours, mais d'après moi, c'est typiquement québécois parce on est, je dirais pas coincé, mais on est entre les deux influences américaines et européennes dans ce qui concerne la bande dessinée. Moi, j'ai appris la bande dessinée, j'ai découvert la bande dessinée en même temps sur Pif Gadget avec Corto Maltese, que Spirou et avec Gaston, que Jack Kirby avec ben, évidemment les Fantastic Four, hmm. etc. Donc j'ai eu cette influence-là qui est arrivée simultanément, ces deux influences-là. Donc pour moi, ça, il n'y a pas de tellement de différence dans mon parcours d'artiste. C'est Hmm. seulement que peut-être ces influences-là m'ont permis de travailler sur les deux marchés. Alors, il y a pas mal de titres, évidemment. Je propose à l'ensemble des étudiants et des participants à cette Creative Talk d'aller regarder un petit peu tout ce que tu as pu produire parce que c'est quand même extrêmement impressionnant. Et puis, on arrive effectivement au projet La Bombe, un projet pharaonique parce que il y a toute une dimension technique, scientifique, historique. Il y a beaucoup de recherches, effectivement. Il faut aussi trouver un traitement qui est, c'est un roman graphique, donc en noir et blanc. Donc il y a quand même pas mal de paramètres complexes. Tu reçois en fait ces propositions. Comment ça s'est fait que tu bossais aux éditions Soleil, si je ne m'abuse, et Oh, ouais, mais bon, si on peut dire, je butinais d'un éditeur à l'autre. ouais. Bon, le dernier truc qu'on a vu, c'était Aral chez Dargo. J'avais déjà fait un truc chez Glénat, une bande dessinée historique sur une biographie en fait de Lénine. Mhm. Puis ça faisait un bout de temps quand même que moi et Didier Alcante, on voulait travailler ensemble. Puis, bon, Dieu sait que j'en ai refusé des trucs qui étaient super bien, mais qui, bon, je sais pas, ils me parlaient pas à ce point-là. Quand est arrivé la bombe, c'est pas par souci commercial, absolument pas. Au contraire, c'est simplement que c'était vraiment le projet que je sentais qui pouvait m'intéresser. Mhm. Je le pressens quand c'est vraiment une bande dessinée que je voudrais lire. Mhm. Et là, en l'occurrence, donc deux scénaristes et toi qui est au dessin, comment s'effectue ce travail entre ces deux scénaristes? Oui, parce que Laurent Frédéric Bollé était à cette époque-là beaucoup plus expérimenté sur les gros volumes. Il avait fait Terra Australis, qui est un album aussi magnifique, avec une lourde pagination, ça aussi. Mhm. Donc,
que Didier se sentait plus à l'aise de travailler avec quelqu'un d'expérience sur ce point-là. Puis, ça leur permettait aussi de faire le double de recherche qu'une seule personne pouvait faire. Parce que la recherche historique, bon Dieu que ça m'a aidé pour tout le reste, ça m'a mis en confiance tout de suite, parce que c'était hyper précis en tout point. Donc, d'où l'intérêt de travailler avec deux personnes qui peuvent y mettre le temps et la passion. Alors, je te propose de rentrer tout de suite dans la création de cette œuvre majeure qui est la bombe. Et on va démarrer par la première partie qui s'appelle fort naturellement l'immersion. Alors, dans l'immersion, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé de la documentation importante qui est celle de tous ces événements historiques. Mais si l'histoire nous a renseigné sur évidemment ce qu'ont pu faire les uns et les autres, il y a d'abord et avant tout, du point de vue de l'éditeur, une organisation qui doit être mise en place pour que sur 450 pages, il y ait une gestion régulière des éléments envoyés, des relectures, et ça démarre tout simplement par un tableau Excel. Oui, parce que Didier a aussi un boulot qui s'appelle professeur de maths. Okay. Donc, la planification, c'est le genre de truc aussi qui peut nous mettre en confiance, parce que faut comprendre que nous, on avait le devoir de publier à une certaine date pour le 75e anniversaire du coup, eux, ils travaillaient à deux scénaristes, donc il fallait se départager le boulot à faire. Donc, comme c'est un récit qui est choral, ouais. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'endroits. On passe de la Norvège à l'Afrique, au Japon. Donc, chacun s'est distribué un peu, chacun des scènes. Ouais. Donc, on le voit dans les deux premières colonnes, Didier à gauche et Laurent-Frédéric Bollé, avec le total des planches dessins à faire. D'accord. Ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que tout n'a pas été fait dans l'ordre. Ouais. On a retenu toutes les scènes japonaises parce que l'éditeur nous a bien aidé à faire un voyage sur Hiroshima pour faire de la recherche. Donc, il fallait bien coordonner tout ça. C'est ce que Didier a fait de main de maître. Donc là, on voit effectivement le nombre de planches par mois, le cumul de scénarios effectués, et puis au dessin, ensuite, petit à petit, le nombre de pages qui s'accumulent. Oui, il y en a pas beaucoup là parce que je terminais le Aral. Ouais. Donc, il y a des planches qui sont accumulées plus rapidement. Je crois que mon rythme vers la fin, c'était à peu près 4 planches par semaine. 4 planches par semaine, mais c'est énorme. Ouais. Oui, je crois qu'à un moment donné, j'avais calculé que avec les autres albums que je faisais en plus, ça donnait à peu près sur 4 ans, peut-être 125 planches par an. OK. Donc, alors, est-ce que c'est l'école, parce que il y a l'école du comics, c'est une urgence absolue pour livrer régulièrement chaque mois tant de planches. Il y a même un découpage qui s'effectue pour évidemment façon taylorisme, faire en sorte que chacun soit spécialisé dans une tâche. Est-ce que le fait d'être passé par cette industrie du comics au préalable t'a permis de t'outiller, de trouver des méthodes pour trouver de l'efficacité? Oui, tout à fait. Oui, l'efficacité, c'est un mot-clé. Évidemment, la discipline, parce que pour un bouquin comme ça, quand on sait déjà la date où ça va passer à l'imprimerie, 4 ans plus tôt, on planifie son temps, mais puis ça, c'est dément parce que c'est du 7 heures le matin jusqu'à 18 heures, sans exception. J'essayais de quand même pas travailler le week-end, mais quand même sur 4 ans, ça fait pas beaucoup de vacances non plus. Ouais. Donc tout ça fait en sorte que cette discipline-là, on s'adapte à une vitesse de croisière. Ouais. Mais du même coup, sur le dessin, on apprend l'économie, on apprend
la narration, on apprend à se concentrer sur la narration avant de se concentrer sur le dessin. Tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du dessin, notamment au travers de cette recherche initiale liée à l'immersion, c'est-à-dire que on a tous en tête des images d'Hiroshima, on a tous en tête des images des grands chercheurs de l'époque, Einstein et d'autres, mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment traiter cette matière, qui est une matière documentaire, mais entre le document et puis ensuite la capacité de maîtriser par le trait un ensemble d'éléments historiques et faire partager comme ça le quotidien d'une famille japonaise ou le quotidien d'un scientifique qui est en train d'élaborer l'engin, c'est évidemment pas forcément évident. Non, surtout que Google reste une mine au trésor. Qu'est-ce que je dis là? Un trésor d'images pour la documentation. Ouais. Mais il faut se méfier, puis c'est pour ça que ces trois images-là me parlent beaucoup, parce que on voit bien que le champignon de Nagasaki et d'Hiroshima sont différents. Mm-hmm. Et pour moi, c'est important de pas se tromper, de pas mettre un peu n'importe quoi. Ouais. Si on va, par exemple, sur des sites, je sais pas moi, anti-nucléaires ou ces machins-là, toutes ces images-là se mélangent un peu. Donc, il faut vraiment essayer de départager ce qui est simplement une symbolique de l'image du champignon atomique à ce qui est vraiment, ce qui s'est vraiment passé. La même chose pour notre ami Albert Einstein et Léo Szilard. Mm-hmm. On les voit ici rédiger une lettre qu'ils ont envoyée au président Roosevelt pour enclencher le projet Manhattan. Mm-hmm. Mais cette photo-là est tirée d'une recréation des événements pour un documentaire. Mm. Donc, oui, on pouvait présumer que, oui, il était installé un peu comme ça, mais n'ayant pas de documents précis, mm-hmm. Il faut un peu interpréter. Dans le cas de la ville d'Hiroshima en bas, on sait que la ville d'Hiroshima était une ville moderne. Mm-hmm. On voit que les hommes s'habillent un peu à l'américaine. Ouais. Mais il faut quand même faire attention, parce que si on parle du moment où la guerre était à son plus fort, ouais. Les femmes ne portaient pas de kimono. D'accord. Donc c'est là que on se dit oui, c'est une photographie de Hiroshima avant la guerre, avant la bombe, mais ouais. aussi avant la guerre. Pendant la guerre, c'était différent. Donc il y avait des pièges. Ouais, il y avait des pièges et des contresens potentiels entre la gestion des images qui parfois sont pas forcément chronologiquement précises. Donc il peut y avoir un mélange un petit peu délicat, notamment quand on se veut d'être au plus près d'une forme de réalité pour retranscrire des détails et des éléments historiques comme des rencontres, des déplacements, la manière dont le projet Manhattan a pu évoluer d'un endroit de la planète à un autre. Oui, parce que c'est certain que c'est inévitable, il y a une part d'interprétation dans tout ça, mais nous, notre plaisir, c'était justement de découvrir ces pépites-là d'éléments factuels qu'on pouvait insérer là-dedans pour vraiment... il y avait vraiment un plaisir à trouver des choses que on savait qu'ils ne seraient pas retenus par le lecteur lambda, mais que pour nous, c'était, on est certain qu'on est dans la bonne voie. Alors, on le voit par exemple au travers de cette image. Donc, c'est une image qui est très intéressante parce qu'on voit effectivement une famille dans son contexte d'époque, avec des costumes traditionnels certainement, puisque c'est une photo, je dirais, un peu officielle d'une famille qui pose. Mm-hmm. Et puis, il y a évidemment la mise en maîtrise de chacun de ces éléments. Tu n'es pas japonais, donc il faut évidemment comprendre comment tout ça fonctionne.
Ouais, ben on a eu la chance justement d'avoir un guide avec nous qui a perdu son grand-père Mhm. à Hiroshima, mais sa mère vit toujours, donc elle se souvenait de Hiroshima avant la guerre. Mhm. Donc je pouvais utiliser ces images-là trouvées sur Internet. Bon, on voit la radio à l'arrière, donc on peut quand même donner une période dans le temps. Mhm. Mais il reste que euh, on connaît tellement peu sur la culture japonaise Mhm. qu'on se devait de vérifier, contre-vérifier à peu près tous les éléments. C'est pour ça que quand on bâtit une planche, on part avec un croquis qui veut seulement narratif, mais ensuite, ben, il y a tout le travail de correction qui vient avec tout ça. Ici, bon, ben, on va probablement parler du processus plus à fond tantôt. Ah bah oui. Mais Alors là, on y va avec quelques petits morceaux de bravoure que tu as eu la gentillesse de nous transmettre. Donc il y a effectivement, tu parlais de crayonné, et tu parlais de premier parti pris de mise en scène. On va aborder la mise en scène hein, un peu plus loin dans la partie formulation. Mais là, ce qui est intéressant, c'est l'illustration concrète de tes propos sur comment aménager un cadre, un lieu, le rendre tangible et faire en sorte que les personnages qui se trouvent à l'intérieur de ce décor puissent tout de suite, au premier regard, y accorder beaucoup de crédibilité. voilà, ben, parce que on s'entend, c'est la même chose au cinéma. Quand on arrive dans une scène, si on commence avec seulement des plans en close-up, ben il y a un certain sentiment de claustrophobie parce qu'on ne sait pas dans quel environnement on est. Donc la plupart du temps, on commence justement par un plan large qui nous met en place tous les protagonistes. Ensuite, ben là, après ça, on peut aller dans l'émotion, dans les expressions. Donc, pour moi ici, c'était vraiment, on arrive peut-être avec un petit insert, Mhm. OK, et on rentre tout de suite le plus tôt possible dans la pièce où on voit toute la famille qui discute. Mhm. Donc là, on voit les deux étapes, c'est-à-dire mon premier croquis qui se trouve à probablement être 3 cm par 5, Mhm. qui est tout de suite inséré dans le logiciel. C'est pour ça qu'on voit les bulles dessus. On pourra parler un peu plus du processus de façon plus précise. Tout à fait. Et ensuite, là, on voit la deuxième étape qui est vraiment là, de resserrer un peu tout ça pour replacer la narration. Alors, ce qui est génial, c'est que on comprend bien petit à petit que ce qui donne de la véracité au cadre, tel que tes premiers crayonnés l'intègrent dans la mise en scène de la planche, il y a le souci du détail. Le portrait, le bouquet, le style de meuble, la vaisselle, les costumes. Il y a un soin qui est véritablement apporté à l'ensemble de ces éléments pour qu'au diapason, il reflète la réalité d'une époque. Oui, puis la réalité d'une époque, bon, on peut essayer de la deviner en allant sur Internet, mais c'est pas clair parce qu'il y a des codes qu'on ne saisit pas tout à fait. Mhm, Ce qu'on a vu dans l'image précédente, ben, c'était le portrait de la veuve, mhm. la maman de la famille, mais on l'avait mis dans un hôtel. Et on nous a dit non, c'était probablement dans ce cas-ci un portrait, seulement qu'une photo. Mhm. Donc j'ai modifié pour faire la photo. Mais ensuite, c'était pas tout à fait ça non plus, ça on va le Mhm. voir. Mais c'est là que je me mets à corriger des trucs. Les lignes de construction qu'on voit à droite, par exemple, ça c'est mon logiciel qui le fait, c'est Clip Studio Mhm. qui permet de raligner des perspectives vraiment de façon efficace et D'accord. très simple. Mhm. Mais là, c'est là que, après cette narration-là, vous voyez en troisième case, on Mhm. voit que j'ai corrigé le personnage de droite parce que il était retourné. Mhm. Puis là, je l'ai vraiment retourné pour faire face à son père. Oui, ici Voilà. et là. Voilà.
Donc, à chaque étape, c'est une étape de correction, c'est une étape de peaufinement de ce que j'ai établi rapidement comme étant la narration. Maintenant, je fais jouer les acteurs et je les mets en relation avec le lecteur. Alors, c'est le cadre, effectivement, qui est un peu dévoilé au sein de cette slide suivante. C'est-à-dire Oui. on voit effectivement la planche comme elle s'intègre d'un point de vue, je dirais, chorégraphié. Et puis ensuite, là, pour le coup, tu as une étape supplémentaire où tu vas t'attacher à davantage d'éléments de détail sur la radio, par exemple, qui est là, sur... Ouais. Oui, puis c'est pas fini parce qu'ensuite on présente à nos amis japonais, puis là ils nous disent oui, mais dans un appartement, ben les tatamis, qu'on pourrait appeler quoi, les couvre-planchers dans ce cas-ci, ben ça se dispose pas n'importe comment. Donc ici on voit à gauche les dispositions classiques de tatami. Ah oui, c'est les dispositions classiques de tatami là-haut. Voilà. Ah, c'est génial. Ouais, donc à ce moment-là, nous, il faut corriger, il faut adapter parce que moi, j'avais tracé des lignes sur le sol un peu n'importe comment, et jusqu'au point d'apprendre que les tatamis, c'est une unité de mesure presque pour la grandeur d'un appartement. Donc, ça fait 8 tatamis ou 12. Encore une fois, il faut pas me citer sur des choses comme ça. Mais il reste que, on s'aperçoit que ça peut aller très loin si on veut rester crédible. Parce que c'est le genre de truc qui fait tout s'écrouler le château de cartes si un simple détail lu par un japonais fait dire comment je peux croire tout le reste s'ils sont pas ils ont pas fait leur devoir sur des petits détails comme ça. Ouais. Alors on arrive ensuite à la dernière étape. Enfin, j'imagine qu'il peut y en avoir plein d'autres entre les corrections, les allers-retours, etc., les modifications. Où là, clairement, tu intègres les ombrés. C'est-à-dire la modélisation vraiment en 3D des personnages, la lumière intervient dans le champ. Oui, puis c'est là que justement, une fois que la narration, les émotions, les dialogues, tout ça c'est bien calé, là on peut s'attarder aux détails, aux textures, à l'éclairage. Ce qui nous manque là-dessus, c'est que le portrait de la veuve, on a dû encore une fois le changer parce qu'ensuite on nous a dit non, ça devrait être un portrait en pied. Donc c'est allé jusque là. Ah ouais. Mais du coup, on se sent beaucoup plus en confiance quand on a réussi à avoir un dialogue avec des gens qui y étaient, actuellement qui connaissent à fond cette culture-là. Donc, vraiment, je suis content parce que il n'y a pas eu vraiment de grandes critiques à part quelques petits détails sur cet album-là. Puis un album de 441 planches dessinées, il y a bien des endroits où on peut faire des erreurs. Oui, mais c'est sûr. 450 planches, c'est énorme. Ça équivaut à combien de dessins, enfin, si en termes de cases, c'est... Non, c'est presque impossible à déterminer parce que chaque planche, disons que si on fait une moyenne d'à peu près 4 ou 5 cases, multiplié par le nombre de croquis et de crayonnés, il y a au moins 4 étapes à chaque page. Donc, oui, ok. Il y en a pas mal. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission qui concerne plutôt cette fois-ci la conception. On a vu comment tu pouvais évidemment intégrer la dimension historique et la spatialité en fait du côté japonais, comment on peut mettre en scène ces différents personnages, comment aussi avec des effets de caméra tu tournes autour effectivement de tes protagonistes, mais pour raccorder à la dimension scientifique, il y avait aussi un gros travail à faire sur la dimension technique. Et comme l'idée, c'est de réinventer au plus près de la réalité, il a fallu certainement aussi réinventer, par exemple, des éléments comme le laboratoire scientifique ou ce type de base.
Oui, là-dessus, on a eu la chance d'avoir aussi un consultant scientifique, un professeur de physique qui s'appelait Michel Decré, qui nous a beaucoup aidé sur les détails scientifiques, parce que je suis très loin du physicien, ou en tout cas mes connaissances sont très 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 limitées. Donc il reste que oui, on peut bidouiller un truc qui peut ressembler à une machine ou à un machin, puis encore une fois, le château de cartes s'écoule aussitôt qu'on essaie d'expliquer ou avoir un petit élément au moins didactique pour vraiment faire comprendre c'était quoi les enjeux de cette course-là. Alors, c'est ce qu'on va s'essayer de découvrir au cours de cette deuxième partie qui s'appelle donc conception. Alors, pour démarrer cette deuxième partie de conception, on démarre en fait d'un séquencier, d'un découpage. Oui, en fait, c'est ce que je reçois comme scénario. On dit, en séquence, parce qu'on fonctionnait par séquence, vu que tout était un peu fait en désordre. Donc, on est dans la séquence où on crée la première réaction en chaîne à l'Université de Chicago. Donc, on nous décrit qu'est-ce qu'il y avait dans cette scène, et avec un peu de dialogue, on voit aussi en bas. Mais mon problème sur ce coup-ci, c'est que c'était un projet tellement top secret qu'il n'y a jamais eu de photographie de cette pile-là. Il y a seulement eu des illustrations, puis chaque illustration, on peut voir que c'est un petit peu différent. Donc, il a fallu que je parte un peu des données techniques qu'on avait, et ensuite le mettre en scène. Ce que j'ai compris rapidement, c'est que c'était situé dans un terrain de squash sous l'Université de Chicago. Donc, on peut s'imaginer que la première réaction en chaîne s'est faite au milieu d'une grande ville avec très peu de sécurité. Mais c'est dingue. Donc, oui, absolument. Il y avait un système de sécurité à ressort qui faisait arrêter la réaction en chaîne en cas de problème, qui est actionné en coupant une corde avec une hache. Donc, on peut s'imaginer que, oui, on improvisait un petit peu. Ah oui, c'est peu de on le est dire, dans le début de la recherche. Ah oui. Et puis là, justement, on continue en essayant de trouver de la documentation, et on arrive ensuite avec notre docteur Fermi, qui a été en charge de cette expérience-là, et on contrôlait la réaction en chaîne en tirant un bâton qu'on voit inséré par le monsieur au centre. Et plus il retirait le bâton, plus la réaction en chaîne pouvait augmenter. Donc, s'il y avait une perte de contrôle, ben ça pouvait se transformer carrément en incident nucléaire. Alors, on peut imaginer que les scientifiques ici, n'ayant aucune protection. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est simplement une grosse pile de graphite avec un centre. On s'épargne la technique parce que j'ai trop peur de dire une bêtise. Mais il s'avère que les scientifiques, à part quelques assistants qu'on voit ici, Enrico Fermi était pas du tout en bas avec les assistants. Ça fait encore partie de la recréation documentaire. Donc, il a fallu repartir à zéro. Et imaginez un cours de squash. J'ai mis quelques endroits où je devais avoir une caméra. Ça a changé par la suite. Mais il reste que dans les gradins à l'arrière du court, c'est là qu'il y avait tous les scientifiques qui contrôlaient l'expérimentation. Donc, tout bêtement, je suis allé voir une application gratuite qui s'appelle SketchUp, qui fait de la 3D. C'est de la 3D hyper basique, hyper simple. Je crois qu'on peut le voir dans la prochaine image. Où est-ce que je me suis construit carrément une pile atomique selon les spécifications que j'avais. Heureusement, on offrait un modèle de courte de squash déjà tout
tout construit. Donc, j'avais déjà mes mesures de base. Donc, il s'agissait simplement de construire la pile, donc des formes plutôt simples, mais difficiles à redessiner dans tous les angles. Donc, j'ai mis quelques petits personnages seulement pour donner quelques points de référence, d'échelle. Mais en gros, c'est ce que je crois que pouvait ressembler la pile atomique de Chicago. Donc, des fois, il faut aller un peu plus loin que l'image de Google. Ici, ça a été un des premiers croquis, qui est en fait une des premières planches que j'ai réalisées sur l'album. On s'est lancé vraiment pour vraiment tester le truc. Savoir si on pouvait se lancer sur 441 planches. Donc, ce sont les premiers croquis. Pour ensuite arriver à l'ancrage avec tous les détails qui nous manquaient, où est-ce qu'on s'est dit, oui, OK, il y avait peut-être une quinzaine de personnes sur les gradins avec tant d'assistants qui contrôlaient un petit peu tout autour. Donc, c'est tout ça ces détails mis ensemble qui donnent ça. Bon, évidemment, n'ayant pas de photographie de l'expérience, on aurait pu bluffer et faire un peu n'importe quoi. Mais pour nous, c'était quand même important d'avoir cette crédibilité pour bien faire comprendre l'ampleur du projet. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que on parlait de texture, on parlait de décor, on parlait évidemment de personnages qui évoluent dans un contexte historique donné. Et là, on voit quand même que tu intègres des éléments de dramaturgie sur cette reconstitution. Il y a ici notamment dans le chant un personnage qui retire un rideau. On a l'impression que c'est oui, c'est là qu'il y a un petit peu de triche parce que la pile elle-même était entourée au complet d'un grand rideau en caoutchouc. Mais on pouvait pas illustrer l'expérience en montrant seulement qu'une boîte recouverte de caoutchouc. Ça aurait pas eu de sens. Donc il y a le petit élément-là qui a une petite licence créative. Où est-ce que, au moins on voit les gens s'affairer à attirer le rideau, puis on se dit, c'était un peu avant l'expérience. Donc, on a triché un petit peu sur ce coup-là, mais sans ça, on n'aurait pas vu la pile du tout. Donc. Alors, on a hâte évidemment de découvrir la manière dont tu as de traverser les sujets et de créer ces personnages, de leur donner vie. On va rentrer sans plus attendre dans la troisième partie qui est la formulation, où on va davantage comprendre ton processus créatif. On y va donc pour la formulation. On va intégrer en fait tous les éléments liés à la mise en scène et notamment comment à partir d'un synopsis tu parviens à constituer une planche dans sa globalité. On t'écoute et on a hâte d'en savoir plus. Ouais. Donc, bien sûr, à gauche, une page de scénario. On était parti sur une grille de base de 6 cases. Donc, trois strips verticaux de 2 cases. Et l'indication qu'on voit tout en haut, 1, 1, 1, c'est la suggestion qu'on me donnait sur le découpage. Autrement, on me donnait champ libre pour faire ce que je veux. Présentement, oui, j'ai suivi la consigne, ce qui n'était pas toujours le cas, mais il reste que ces informations-là, même s'ils sont très libres, ça me permet un peu de comprendre la façon dont les scénaristes ont mis en scène certains événements. Donc, il y a une petite introduction en disant, c'est à la conférence de Potsdam, on a tel protagoniste, il se dit ceci, c'est ceci qui se passe. Donc, sur le même petit croquis de peut-être 3 cm par 5, je fais simplement jeter l'idée de base de la mise en scène.
Autrement dit, où je place la caméra et vers où les personnages se déplacent. Ouais, c'est pas plus haut que ça, quoi, tes premiers essais de crayonner. Oui, c'est vraiment tout petit, là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends le truc un peu plus gros. Puis là, ça va se retrouver peut-être peut-être 2 planches qui vont faire sur un papier A3. Voici, j'ai utilisé ce coup-ci le même petit croquis tout petit et je l'ai intégré au logiciel. Le logiciel Clip Studio, c'est pas un logiciel qui coûte très cher, c'est pas la suite Adobe, mais il reste qu'il y a tous les éléments qu'on a besoin pour faire une BD. Et dans ce cas-ci, moi, je mets tout de suite, le plus tôt possible, en tout cas, mes croquis dans le logiciel pour placer mes bulles et ensuite déplacer au besoin les personnages, laisser un peu plus de place ou resserrer certains trucs pour que la page respire bien puis que je sois certain qu'il y a de la place pour mes bulles et tout le texte qu'on a besoin. Donc, à partir de ce moment-là, j'imprime, sans les bulles, mais j'imprime ce truc-là en bleu très pâle et je réimprime en format A4 pour faire le crayonné. Ce qu'on voit ici, oui. Bon, on voit l'exemple ici de cette planche-là qui est intégrée à Clip Studio où est-ce que je tourne en bleu parce que le bleu, une fois que je redessine dessus et je rescanne, le bleu est trop pâle pour être pris par le numériseur, le scanner que je mets en niveau de gris seulement. Donc, le bleu disparaît complètement. Donc, il n'y a pas de souci. On peut aller de correction en correction sans complication à ce moment-là. Donc, à chaque étape, on voit ici que l'étape de gauche, c'est mon crayonné final. Comme c'est moi-même qui fais les ancrages, mon crayonné peut être un peu plus lâché. Et une fois de plus, je l'imprime en bleu. Et là, je fais mon étape d'ancrage. C'est simplement que, traditionnellement, on le fait au crayonné, on encre par-dessus, mais il faut se taper toute une étape d'effaçage, il faut gommer tout le truc. Et la tendinite, c'est la tendinite. Oui, la tendinite arrive plus rapidement avec l'efface, avec la gomme effacée qu'avec le dessin. Ben oui, parce que ça en fait des trucs à effacer. Oui, puis ça cause toujours des problèmes parce que l'encre est pas toujours très opaque, donc on peut en effacer un petit bout. Donc c'est pas super pratique. Donc en passant d'une étape, de chaque étape, les passer en bleu à chaque fois. Moi, ça me donne plus de flexibilité pour raccorder des trucs sans avoir à redessiner tout au complet. Puis à chaque fois, je peux peaufiner jusqu'à l'ancrage final. Alors, on le voit ici, ce qui est évidemment très intéressant, c'est que merci d'ailleurs de nous donner vraiment ces éléments. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a une planche, c'est jamais finalement un travail qui s'effectue en une seule étape. Hein. Il y a tout un tas d'éléments et d'ailleurs les planches sont aussi, j'imagine, conçues par la suite parce que là il y a une séquence, mais c'est une séquence qui pourrait durer sur plusieurs planches. Ouais. Il peut y avoir des séquences d'ailleurs qui ouvrent sur des doubles planches, ce qu'on appelle les splash pages chez les Américains. Enfin, donc il y a vraiment à la fois une mise en scène liée au cadre, il y a une mise en scène liée à la coordination de la planche et sur le rythme de lecture, et ensuite un travail qui est fait sur une séquence qui peut avoir plusieurs pages. Oui, parce que on peut y aller dans le détail de narration de chacune des cases, mais on peut y aller aussi dans un champ plus large sur la page, sur la double page, ensuite sur la séquence au complet. C'est vraiment un travail de mise en scène et c'est là qu'on ne doit pas avoir d'hésitation à faire le lien avec le cinéma. Parce que chaque plan, chaque mouvement, chaque
chaque choix de positionnement de caméra provient du même souci d'avoir une narration qui est fluide. C'est simplement que l'ellipse qui est ajoutée entre les scènes, par exemple, du cinéma, est plus fréquente dans une scène de bande dessinée parce que entre chaque case, il y a une ellipse. Oui, cette ellipse qui se situe entre chaque case correspond à la vitesse de lecture de la bulle, le plus souvent, et on a aussi des choix de cases en fonction du rythme qu'on veut donner à la planche. On a cité Frank Miller en préparation en fait de cette talk, qui n'hésite pas à morceler la planche de plusieurs petites cases pour accélérer le rythme et puis aboutir à une séquence plus large, une image plus grande qui demande donc plus de temps de décryptage. Donc c'est par ce biais-là que tu crées du rythme dans ta planche. Oui, parce que il y a toutes sortes de moyens de créer du rythme, que ce soit par la compression de certains événements en utilisant l'ellipse, mais aussi on peut l'étirer de la même manière, parce que autant Frank Miller peut compresser l'action en découpant beaucoup, il peut aussi l'étendre en surdécoupant. C'est-à-dire le temps qu'on passe d'une case à l'autre, si c'est simplement, je sais pas moi, prendre une bouffée de cigarette, le temps qu'on prend à sauter d'une case à l'autre, ça étire tout le facteur temps. Ici, la forme de case aussi peut le faire. Une case verticale qui est pas trop large, on a tendance à passer en lecture plus rapide. Et le truc vraiment large en cinémascope, ralentit légèrement la lecture. Évidemment, il y a le contenu aussi. Mais c'est là qu'il est important de bien diriger l'œil du lecteur pour que il n'y ait pas de confusion et qui veuille bien aller où est-ce qu'on veut le mener. Et alors, on remarque aussi également qu'il y a une construction de l'image, je dirais, sur la planche en elle-même. C'est-à-dire que tu démarres par le haut de ta case par le haut de la planche, par les deux protagonistes qu'on va retrouver à la fin, mais en champ contre champ. Ouais. Il y a un jeu graphique qui amène d'ailleurs une certaine forme d'élégance dans la mise en scène, parce que on reconnaît aussi le talent d'un auteur de bande dessinée à l'élégance qu'il a de jouer avec justement ces champs contre champs, ces ellipses, la composition d'une planche finale avec, je dirais, une manière d'orienter les cases et les personnages compte aussi pour toi. Et c'est cette double lecture qui est évidemment complexe à mettre en place. C'est ce qui est fascinant dans l'exercice du narratif d'une bande dessinée, c'est pouvoir ajouter un sens et faire souvent ajouter un autre niveau de lecture seulement par certains effets. Ici, si on se met à essayer de décoder, bien évidemment, moi, je veux à la base que le sens de la lecture soit respecté. Autrement dit, de gauche à droite, de haut en bas, en zigzag, en S. Donc, on voit bien que le mouvement de gauche à droite en haut des personnages Truman vers Churchill redescend dans la deuxième case parce que les protagonistes Roosevelt, ceux qui parlent les plus importants, partent vers la gauche. Donc, l'œil du lecteur s'en va vers la gauche et revient vers les protagonistes Truman. Et de là, on suit son regard vers Churchill. OK? Mais du même coup, on ajoute aussi un effet miroir parce que en haut, c'est Truman qui est au loin avec Churchill en avant. Et le contre-champ qui se fait ensuite, c'est Truman avec Churchill en arrière qui s'en va. De plus, il faut noter que ce qu'on dit à Truman à ce moment-là, c'est qu'il va probablement perdre ses élections. Donc, on rajoute du sens en mettant Churchill qui s'en va à l'horizon.
Et puis, quand on regarde la planche en diagonale, on s'aperçoit qu'il y a un travelling avant vers effectivement les Truman et son acolyte qui semble venir vers nous. Donc ça surajoute à cette Ouais. dimension de la scène qui consiste à se rapprocher d'eux pour savoir ce qu'ils racontent, comme si on s'approchait pour comprendre leur dialogue et tout. Ouais. Puis, faut pas oublier aussi que dans la planche elle-même, dans sa globalité, j'essaie de donner un effet de composition où est-ce qu'il y a un axe qui s'en va du bas à gauche vers le haut à droite, vers la main de Churchill, qui est bon dans les codes classiques de la composition d'une image. Donc, ça donne une image qui est plus dynamique quand ça va vers le haut comme ça. Là, je me souviens plus si c'était une page de gauche ou une page de droite, mais le mouvement de Churchill qui s'en va à l'horizon nous fait aussi sortir de la page pour nous amener à la page suivante. Ouais. Et mettre Churchill en majesté en haut de la page, même s'il s'éloigne, ça montre bien l'importance qu'il a vis-à-vis du sujet. Voilà, il a une présence massive alors que paradoxalement il s'éloigne et il nous fait partir de là. Oui, parce que justement, il part à l'horizon, il va être diminué par la perte de ses élections, il sort de scène en fait. Donc c'est des éléments comme ça. C'est précieux parce que si on peut s'y accrocher et l'insérer dans une narration, on sent qu'on peut aller au-delà de simplement mettre des personnages en scène qui sont face à face et qui parlent. Et alors cette intuition de la mise en scène sur la page, elle provient évidemment des nombreuses bandes dessinées que tu as conçues, regardées, observées. J'imagine que tu as un regard critique aussi sur des parties pris de mise en scène au cœur même d'une bande dessinée. Oui, disons que c'est un grand effort pour moi de rien dire, rien critiquer quand je regarde un film avec quelqu'un. Ouais. Donc au cinéma, t'es le spectateur qui devant. Non, mais là, j'aurais pas fait comme ça. Non, mais c'est pas que je ferais mieux, c'est simplement que mon processus de perfectionnement de mon art passe aussi par tous les éléments de narration qu'on me jette, puis sur lequel je dois réagir. Puis j'ai dit, à un moment donné, je me dis, j'ai pas compris. Pourquoi j'ai pas compris ce truc-là? OK? Puis ça peut être un effet que je ramène souvent à mes coéquipiers européens, parce que eux, ils font cette erreur-là souvent, qui est vraiment à proscrire aux États-Unis, où est-ce que on prend, par exemple, une grande deux horizontales, une au-dessus de l'autre, juxtaposées à une verticale à droite. OK, je sais pas si je me fais bien comprendre sur ce coup-ci, mais probablement que tout le monde a déjà vu dans une bande dessinée entre les cases certaines flèches pour diriger la lecture. Oui, voilà. C'est genre parcours fléché. Voilà. Donc déjà c'est une erreur parce qu'on n'est pas certain si on doit descendre de la première case à la deuxième ou on doit aller tout de suite à celle qui est à droite. Donc, s'il y a une confusion sur le sens de lecture, un lecteur, il se sentira pas perdu plus qu'une demi-seconde, mais il reste qu'il y a un petit malaise, puis tout à coup, on sort de l'histoire un petit peu. Alors, on va regarder un petit film, mais je te propose de parler par-dessus parce que en termes de formulation, il y a aussi le dessin en lui-même. C'est-à-dire qu'au-delà de la composition, du découpage et la manière de s'approprier le scénario pour ensuite travailler sa mise en scène dans le cadre, le hors-champ, gérer le champ, le hors-champ, il y a évidemment aussi le dessin, le trait, le graphisme. Et il y a effectivement une vidéo silencieuse, ou alors il y a une toute petite musique sur laquelle tu peux évidemment intervenir. C'est le Churchill de profil.
voilà, je te le dis à l'avance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton approche du dessin, l'approche de ton art? Ouais. Bon, on a vu évidemment chaque étape. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est le crayonné que j'ai imprimé en bleu. On voit qu'il est suffisamment pâle pour ne pas être trop attrapé par le scanner, mais suffisamment clair pour que je puisse faire l'ancrage sans hésitation. Parce que pour moi, c'est le secret d'un ancrage qui est vivant, c'est de ne pas hésiter. C'est pratique parce que ça nous fait travailler plus rapidement. On peut faire des planches plus rapidement, mais une partie du travail, c'est d'acquérir un certain niveau de désinvolture quand on arrive à l'ancrage pour ne pas tracer et plutôt dessiner avec la plume ou le pinceau. J'aimais pas au moment dans les années où je faisais de l'ancrage qu'on me donne un crayonné trop fini parce que j'avais l'impression seulement de répéter ce que quelqu'un d'autre avait décidé de faire. Et de toute façon, ben je suivais pas tout le temps. Et c'est un détail comme ça. C'était pas mon mandat aussi. C'était établi que s'il y avait une erreur de dessin que je pouvais déceler en quelque part, c'était convenu que je pouvais corriger. Donc pour moi, ça a toujours fait partie du processus. Chaque étape est une correction de la précédente. On n'empêche que on n'est pas à l'abri des erreurs. Maintenant, avec le numérique, on fait CTRL-Z et on change, on corrige notre travail. Ici, je préfère y aller à l'ancienne et y aller avec une toute bête gouache blanche pour faire les corrections. Pour la question de détails de matériel, le détail technique, ça ici, c'est une plume qui est faite par Speedball, la Hunt 102, qui est la classique des dessinateurs américains depuis des décennies. Moi-même, je l'utilise depuis une trentaine d'années. Et j'espère qu'elle va continuer à exister pour encore un bout de temps parce que Dieu sait que les outils non numériques ont tendance à disparaître par le même chemin que les dinosaures. Ici, ça c'est un pinceau, un Winsor Newton tout à fait classique, la série 7 numéro 2. Il y en a beaucoup qui préconisent le numéro 1, mais on peut avoir tout à fait le même degré de finesse avec un numéro 2 qu'avec un numéro 1. C'est simplement qu'on a une meilleure charge d'encre. Donc, on est vraiment dans le détail pointu. Je sais pas si c'est ennuyant pour vous, mais ça semble important. Parce que il reste que on peut faire de la bande dessinée avec n'importe quoi, de n'importe quelle façon, avec n'importe quel outil. Mais pour moi, avoir les meilleurs outils possibles, c'est une question de confiance et de confort. Donc, avoir les meilleurs outils possibles, ça ne peut qu'aider à avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, on parlait effectivement du matériel que tu utilises, donc le Speedball. Ouais. Et le pinceau Winsor. Ouais. Et en termes de papier? En termes de papier, le papier dessin comme ça ici, c'est simplement un papier à dessin tout bête. Il y a pas de marque particulière, en autant que ça soit pas trop lisse, et que le crayon prenne bien. Pour ce qui est de l'ancrage, ça va être un Strathmore 300. Je ne sais pas s'il est disponible en France, mais ça fait tout à fait l'affaire. C'est de plus en plus difficile de trouver un bon papier pour l'ancrage parce que la plume a tendance à bien accrocher dans la pulpe. Faut réussir à prendre le temps d'apprendre chaque particularité des outils, autant la plume que le pinceau et comment ils vont réagir avec le papier.
Dans le cas ici, je voulais montrer ces dessins-là parce que on parlait du sens de la lecture tantôt. Mhm. Et là, je me suis aperçu dans mon premier croquis à gauche que les personnages descendaient la colline, mais descendaient de droite vers la gauche. Donc, je les faisais sortir de la planche. Mhm. J'ai du coup renversé l'image dans le final pour que cette dynamique-là du personnage qui entre dans la page et s'insère dans le restant de la narration de la page se continue. Évidemment, bon, on pourrait suivre le personnage et dire, ben oui, on se dirige en fait vers la troisième case à ce moment-là, mais c'est sans compter avec les bulles qu'il va avoir au-dessus. Oui, qui vont permettre de faire le lien avec la deuxième case. Donc, il y a tous ces éléments-là aussi qu'on peut utiliser pour manipuler le sens de lecture. Mais ce qui est assez dingue, c'est que même dans tes registres de crayonné, il y a déjà des textures sur les feuillages, par exemple. Il y a déjà des textures, des effets de texture sur les vêtements. Il y a déjà voilà. Oui, parce qu'en fait, dans ce cas-ci, c'est plus rapide. De faire un paquet de gribouillis avec le côté du crayon que de dessiner chaque feuille une par une. Donc, la texture, pour moi, c'est suffisant pour avoir des indications et avoir l'assurance que j'improviserai pas un paquet de feuillage sans trop savoir où je m'en vais. Quand je vais arriver pour faire l'ancrage de quelque chose comme ça, j'irai pas faire le contour de chaque feuille ensuite pour le remplir de noir. C'est une perte de temps. J'y vais directement à coup de pinceau et chaque coup de pinceau fait une feuille. Donc, c'est vraiment dans ce type de technique d'ancrage-là qui permet d'avoir ce sens de la désinvolture et en même temps de pas de prendre des heures à surdessiner, à dessiner un contour et ensuite le remplir tout bêtement. Le pinceau a sa texture, sa façon de s'exprimer. Il faut le laisser aller parfois. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que et c'est là tout l'enjeu de la réalisation d'une bande dessinée, c'est que c'est évidemment beaucoup de précision, beaucoup de minutie, une approche technique sur les angles, les perspectives, les personnages, les décors, les mouvements, la mise en scène dans le cadre, dans le rythme de la planche, et tout à la fois dans sa traduction formelle, une forme de désinvolture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la sensation que ce soit facile. Ben, l'art, c'est de cacher l'art. C'est de cacher le travail qu'il y a en arrière. Bon, parce que si on surtravaille quelque chose, chaque nouvelle étape va devenir plus rigide. Ouais. Donc, il faut se laisser la chance de redessiner, de réinterpréter et pas tout simplement faire une photocopie de l'étape précédente. Alors, on arrive, et là c'est absolument fabuleux, on arrive à cet art qui consiste à effectivement évoluer autour d'une scène et qui intègre cette fois-ci la dimension du dessin, des ombrés. En fait, c'est un petit peu une synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Tu nous as apporté en fait une planche et tu nous as apporté en fait tous les éléments, je dirais, d'optimisation de cette séquence pour y apporter à la fois son drame, parce que c'est évidemment une scène émotionnelle qui est dépeinte ici, et tout à la fois un travail de traduction, mais comme le pourrait le faire un réalisateur, sur le placement de la caméra, le rythme apporté, etc. Oui, parce que je me retrouve dans une situation où est-ce que, bon, il faut que je fasse une mise en scène. Bon. Dans ce cas-ci, c'est le personnage qui traverse la forêt et passe entre la chapelle et le cimetière. Bon, et il voit, c'est un cimetière de combat, de vétérans, le nom m'échappe, le mot m'échappe. Mais pour moi, il s'agissait de bien traduire ces événements-là. Donc, je suis parti avec justement cette scène
de grand angle où est-ce qu'on voit tous les éléments dont on a besoin pour ensuite focaliser sur les croix. Mais je me disais que, oui, mais est-ce qu'on voit bien que c'est le protagoniste qui voit ces croix-là ou c'est simplement le lecteur, la caméra? Donc, dans la deuxième étape, j'ai fait un contre-champ où est-ce qu'on voit le personnage arriver, on voit à gauche la chapelle et à droite le cimetière. Ouais. Et là, on voit l'interaction du personnage, si on peut dire, avec les croix. On fait un contre-champ pour montrer les croix et sa réaction. Donc, on peut sentir un petit peu le côté émotif parce que c'est toute l'utilité des close-up dans la bande dessinée, c'est que là, on rentre dans l'émotion. Donc, pour moi, cette deuxième étape-là vient donner du sens beaucoup plus que la première étape. Mais j'en étais pas encore satisfait. Alors, t'en étais pas satisfait parce que c'était l'entrée dans la scène qui te semblait un peu améliorable. Un peu trop brève. Donc, j'ai essayé plusieurs solutions. Où est-ce que, bon, dans le contexte de l'histoire aussi, c'est l'entrée du personnage dans le nouvel univers qui va habiter pour le restant de l'album. Donc, on se met en arrière de lui et on le voit arriver. Là, j'ai comme récupéré un croquis que j'avais fait pour une autre scène. Et bon, probablement que j'allais ajouter plus au loin la chapelle et l'église. La chapelle et le cimetière. Donc, là, du coup, j'essaie de voir si ce champ contre champ avec les croix peuvent me donner un élément visuel qui est plus fort. Donc, on arrive dans un jeu d'ombre chinoise où est-ce que le personnage est centré et est au centre de ces croix-là. Donc, il y a un essai vers un nouveau niveau de lecture où est-ce qu'il y a un sentiment peut-être un peu d'oppression. Et en même temps, ces noirs-là nous permettent de faire la focale sur le personnage. Ben oui. Donc, il y a tous ces outils-là qu'on a à notre disposition pour optimiser la narration. Donc, je continue avec le cimetière et le même personnage qui réagit. Mais encore une fois, là, c'est trop bref entre le moment où il sort de la forêt et il arrive devant le cimetière. Donc, j'ai redécoupé. Ouais. Et à droite, bon, ben, on le voit de dos. On prend le temps de voir en contexte dans la forêt. On le voit sortir de la forêt. On défile le reste. Mais encore une fois, je crois qu'il y avait encore moyen d'améliorer le truc. Parce qu'on se retrouvait avec un paquet de petites vignettes. Parce que ce que j'aime bien faire, là, si on reste là-dessus un petit moment, c'est de varier toujours aussi le format des plans pour pas toujours avoir les personnages au même format. Donc, dans la case 2 et la case 3, j'ai l'impression que c'est à peu près la même case. Ouais. Donc, pour moi, ça fonctionnait pas. Il fallait encore y ajouter une autre réflexion. Entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là, il y a un truc qui... Une redondance. Ouais, c'est comme un effet de montage où parfois il y a des raccords dans l'axe et ça split un peu et... Ouais, puis ça peut donner un bel effet au cinéma s'il y a du mouvement dans la case. Ouais. Quand c'est voulu, quand on veut vraiment donner un sens du rythme. Si j'avais ajouté simplement une troisième case avec ce même plan-là, là, il aurait pu avoir une autre signification. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, ça fonctionnait pas. Et alors arrive peut-être le début d'une solution. Ouais, c'est là qu'on s'aperçoit que pour le faire en une planche, ça devenait compliqué. Il fallait surdécouper, rajouter des cases. Bon, je suis dans un contexte un peu plus roman graphique ici. Donc, c'est pas une question de faire 10, 12 cases par planche comme souvent on le voit. Donc, ici, je prends un moment de réflexion, si on peut dire. Je le vois sortir de la forêt, je le vois marcher dans la forêt. Donc, on voit une meilleure variété de plans. On le voit prendre plus son temps à intégrer. On est plus dans le cinéma d'auteur, si on peut dire ici. Oui, avec des plans qui prennent le temps de montrer la marche.
de montrer le cheminement pour Ouais. arriver à justement ce momentum qui est l'émotion qui va subir. Oui, parce que c'est encore là, il arrive dans un nouvel univers et il y a ce petit moment d'introspection, d'intimité, qui est signifié seulement par un close-up des pieds. Mhm. On entend presque le bruit des feuilles. Mhm. Donc, pour moi, c'était important d'ajouter cette ambiance-là pour qu'au moment où il arrive devant les croix, on sent que c'est une continuité de ce moment d'introspection-là. Ouais, Mais ce qui est ironique, c'est que cette dernière planche-là, c'est presque la première planche que complètement. j'ai esquissée. C'est simplement que j'avais besoin de plus d'espace pour le faire. Mhm. OK? Puis c'est ça qui est merveilleux avec le format du roman graphique. Puis ça, j'insiste pour le répéter à toutes les fois, le roman graphique n'est pas un genre, c'est un format. C'est On l'a que bien entendu. c'est ça, dans le roman graphique, justement, on peut se permettre des silences, on peut se permettre de prendre son temps à établir une scène, Mhm. ce qu'on n'a pas le temps à 46 planches, donc il faut compresser un petit peu l'action. Mhm. Ici, c'est une joie, c'est un bonheur de pouvoir travailler comme ça. Le silence, peut-être que ça dérange un peu plus les scénaristes, mais pas moi. Mhm. Et d'ailleurs, le silence est très difficile à matérialiser en bande dessinée parce qu'il est souvent vecteur de ralentissement, alors Oui, qu'en alors qu'il est essentiel. oui, puis il faut de la lenteur, il faut justement, je suis musicien aussi, puis souvent je vais faire un parallèle avec la musique. Si on veut vraiment que quelque chose qui est super puissant avec la grosse guitare heavy metal qui frappe, elle va mieux fonctionner si avant ça il y a un moment calme. Mhm. OK, écoutez un truc complètement fou, punk, speed metal, toute la soirée, à un moment donné, il se fait un niveau où est-ce qu'il n'y a plus de surprise, il y a plus ça perd son impact. Mhm. Donc, justement, pour avoir une montagne, peut-être que ça prend une vallée avant. Mhm. Donc, pour moi, ça fait partie de tout cette opportunité-là que le roman graphique apporte, Mhm. c'est de pouvoir jouer sur les silences pour ensuite vraiment que le point d'orgue, on revient à la Ouais. musique, soit encore plus puissant. Alors, merci infiniment pour tous ces détails. On comprend bien la manière dont tu travailles autour de cette mise en scène et comment tu t'appropries à la fois dans la forme et dans la dramaturgie tous ces éléments complexes qui finalement doivent nous ramener à une certaine forme de légèreté. Et puis, dans la bande dessinée, il y a le contenu, évidemment, il y a le récit. Et puis, il y a l'aboutissement, en fait, du projet qui est également sa couverture. C'est la quatrième partie qu'on appelle l'exécution. Alors, on va regarder, on va rentrer dans ce champ de l'exécution et on aborde une thématique qui est plus graphique, puisque la cover, c'est l'argument fort dans un linéaire. La cover, c'est elle qui va donner la pulsion, le désir d'être peut-être d'ores et déjà un petit peu approché. Et puis, c'est lui qui va aussi déclencher de la conviction au moment de l'achat. La cover, c'est hyper concret. Hein. Il faut pas mégoter sur le sujet. Oui, et puis dans ce cas-ci, ça a été beaucoup de travail parce que même s'il n'y a pas de narration stricte, on reste dans la communication. Puis, ce qui était important pour nous, c'était de dire, oui, c'est une bande dessinée, mais en même temps, elle s'adresse pas seulement à un public habituel de la bande dessinée, il peut s'adresser aussi à des gens qui sont intéressés par le sujet, mais qui ont peut-être un peu d'appréhension ou d'a priori à propos de la bande dessinée. Donc, il fallait y ajouter cet élément de sérieux, ceci dit, sans être péjoratif Mmh. au restant des types de couverture, mais rester dans la communication. Puis comment communiquer
un bouquin sur la bombe atomique sans présenter le champignon. Ça, je me suis battu de longues heures contre le concept, parce que ça a été fait des millions de fois, le champignon atomique avec une tête de mort dedans, un paquet de machins, on les a vus des millions de fois. Donc, pour ce coup-ci, j'ai essayé différentes versions, on le voit à gauche. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas essayer la bombe elle-même, parce que c'est le titre. On va dans le message direct. Mais en présentant cette maquette-là, la première chose qu'on m'a dit, ça ressemble à une cravate. Et aussitôt qu'on a vu la cravate, on ne peut plus ne pas la voir. Oui, alors ça c'est compliqué. C'est c'est compliqué. Ouais. Donc il a fallu que j'y revienne, puis me dire aussi que tout bêtement, le titre c'est La bombe. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus direct quand on parle de la bombe atomique que de montrer le champignon atomique? C'est là que il faut trouver la bonne manière. Comme c'est un projet, le projet Nathan est au centre du récit. Notre parti pris était quand même du côté des scientifiques. Donc, c'est pour ça que ensuite, je suis arrivé avec justement ce que je voulais faire, c'était un peu une allégorie de l'être humain qui veut aller vers le savoir, qui cherche, qui veut aller plus loin. Puis, il se trouve que la photo de gauche, c'est une photo de Robert Oppenheimer. Ouais. Qui a été faite pour Life Magazine. C'était sur une thématique que je me souviens plus tellement, mais pour moi, ça a été le déclencheur pour l'illustrer en train justement d'aller, je sais pas moi, aller vers le secret de l'univers, je sais pas. Donc, il y avait cette métaphore-là qui m'intéressait, mais du coup, on s'est dit aussi que c'était pas une biographie d'Oppenheimer, il reste que c'est un récit choral. Donc, on a décidé quand même d'ajouter tous les personnages, ou en tout cas des représentations de chaque personnage. On le voit peut-être un peu dans l'image précédente. Ici, là. Voilà. On a décidé de représenter des Japonais, des scientifiques, parce que il reste que toute cette bande dessinée-là, c'est le conflit entre trois pôles, les politiciens, les scientifiques et les militaires, qui ont des cultures complètement différentes. Puis c'est ça qui est fascinant quand on le regarde dans sa globalité, c'est que la culture scientifique ne peut exister que par le partage d'informations. Okay, c'est comme ça qu'on bâtit des théories, qu'on amène la science, qu'on la fait avancer. Au contraire du militaire, où est-ce que toute sa force est dans le top secret. OK? Et le politicien qui, lui, joue de demi-vérité. Donc, pour moi, c'est ce triangle-là qui représente tout l'album, puis en fait, souvent tous les conflits qu'on peut imaginer. Où est-ce que j'ai senti que, en utilisant au minimum ces trois pôles-là, on pouvait signifier qu'on allait plus loin que simplement la création de la bombe, mais aussi des protagonistes qui participaient. Et on le voit ici sur la cover, on pourrait presque penser qu'ils se joignent les mains, mais en fait, ils assistent tous avec le scientifique au centre qui est un tout petit peu plus massif. On comprend bien que c'est une chaîne. C'est une chaîne humaine qui a abouti et qui vont se faire blaster par tous. Oui, parce que on comprend qu'ils jouent avec quelque chose qui est vraiment plus gros qu'eux, qui est devenu hors de contrôle très, très, très rapidement. Donc, les voir justement un peu étonnés, un peu abasourdis devant la bombe, pour moi, c'était le message qui
qui pouvait amener à un deuxième niveau de lecture ou à plusieurs niveaux de lecture où est-ce qu'on arrivait à l'humain face à la bombe. Et quand, par exemple, tu es sur celle-ci, c'est peut-être la première version Ça veut de la dire que cover? non, ça c'est la nouvelle version, c'est une édition spéciale, Waouh. limitée avec, c'est une jaquette en fait qui est ajoutée. Ça c'est sorti tout récemment. Mais bon, c'est aussi ça va aussi du travail de recherche d'essayer de représenter une ville comme ça avant la bombe, juste au moment où elle va exploser. Mhm. Alors, quant à choisir entre l'allégorie et je dirais la représentation dramatique sur la cover, c'est évidemment deux partis pris qui sont complètement différents. Oui, mais il reste on est dans la même recherche de communication. Bon, évidemment, dessiner la bombe, bon, j'ai réussi à trouver un moyen qui ressemble pas à une cravate. C'est déjà, c'est Oui, déjà c'est une beaucoup. cravate comme ça doit être quand même un peu lourd à porter, hein. Mais il reste que, oui, on est juste avant l'événement. Là, on est plus tellement dans l'allégorie, ça, on le comprend. Mais il reste que pour ce qui est d'une couverture, c'est le but, c'est vraiment faire comprendre à quoi on peut s'attendre en ouvrant un bouquin comme ça. Et le choix typographique, le fait de partir sur une cover verte. Ouais, ben, il y avait un choix esthétique qui primait, mais pour moi aussi, c'était aller à contresens des couvertures classiques Ouais. où on voit beaucoup de couleurs et ben, parce que ça aurait été facile de faire un truc hyper coloré, mais on se trouve avec un intérieur qui est de un en noir et blanc. Et ça aussi, c'était un choix qui s'imposait. Et de faire un trop gros décalage entre la couverture et l'intérieur, avec un sujet qui est lourd aussi, je crois que c'est important d'avoir une certaine réserve. Parce que aussi, le noir et blanc faisait partie d'un choix, évidemment. Bon, ça aurait été un bouquin qui aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, c'est pas toujours la meilleure solution. Mais en même temps, quand on arrive dans les scènes un peu plus dures à Hiroshima, ben, le noir et blanc nous permet un certain recul. Parce que ça aurait été facile de tomber dans le grand guignol, dans l'horreur gore un peu gratuit. Puis pour moi, c'est important d'avoir du respect, de respecter les victimes. Donc, sans aller dans l'autre extrême où est-ce qu'on aurait pu censurer et ne pas représenter les victimes. Là, le noir et blanc nous permettait de vraiment montrer ce qui est arrivé, mais sans en donnant juste suffisamment de recul, une certaine réserve pour qu'on puisse mieux l'appréhender dans le sens qu'on voulait. Oui, c'est une distance. Ouais. La juste distance pour évidemment travailler le sujet sans hausser de trop l'aspect dramatique parce que tout le monde sait ce qui va se passer et à la fois d'être révérencieux par rapport à une tragédie humaine. C'est un gros travail de dosage qu'on retrouve dans tout travail de bande dessinée parce que encore une fois, on est dans la mise en scène, dans la communication, dans la narration. Donc, avoir des personnages qui crient tout le temps, à un moment donné, c'est comme le heavy metal. Il faut certaines pauses, certains moments de respiration. Puis quand on arrive, on sait qu'on va arriver à ce moment-là on sait qu'il va être très fort. Ben il faut savoir aussi ne pas aller dans l'excès. Ce qui peut être à l'encontre de ce qu'on veut communiquer. Denis,
je vais demander à l'ensemble des participants d'ouvrir leur micro pour que tu puisses obtenir une salve d'applaudissements parce que c'était absolument formidable. Merci beaucoup. Alors, c'est normalement la tradition de circonstances dans le cadre de nos talks quand on les fait en présentiel. Et vraiment, merci infiniment pour l'ensemble de ces détails et je dirais le temps que tu as pris pour nous transmettre toutes ces informations et le temps de préparation qu'on a eu ensemble pour préparer cette talk. Est-ce que s'il y a parmi nous quelques aficionados de la bande dessinée et qui de temps en temps le dimanche ou le samedi s'essayerait à construire aussi un récit graphique, quel conseil tu pourrais donner pour démarrer, pour donner l'envie en tout cas de s'y plonger? Ouais, de pas trop s'arrêter à la qualité de son dessin. Bon, on peut faire une bande dessinée avec toutes sortes de dessins, de bonhommes patates ou de n'importe quoi. L'important, c'est la communication, c'est l'histoire qui prime. L'histoire, sans oublier que c'est l'adéquation, c'est la symbiose entre le dessin et le texte, le scénario. Donc, pour moi, un dessin qui peut sembler moyen, c'est certain que dans ma situation, ben je vais faire des jugements de valeur qui n'auraient pas lieu d'être parce que le dessin, le meilleur dessin peut être très vite malmené par une mauvaise narration. Ouais. Donc, je dirais de se lancer d'en faire beaucoup. Puis c'est comme la pratique d'un instrument de musique. Faut faire ses gammes, oui, mais il faut prendre le temps de faire de la musique et il faut en faire beaucoup. Ouais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est bien connu. Exactement, mais il faut y prendre plaisir aussi. Donc, si on s'auto-censure, ben parce qu'on n'est pas aussi bon que X ou Y, ben on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que on se forge un style, pour continuer avec la métaphore, plus avec ses erreurs qu'avec ses bons coups. Ouais. Et c'est souvent plus le deadline, c'est souvent plus les barrières qu'on a dans la durée, dans le temps, dans le médium, qui nous poussent à faire un style. Mais si on s'auto-censure en se disant, ben, je vais attendre d'être bon musicien avant de jouer de la musique, ben là, il y a un problème. Merci infiniment, Denis. Et puis, à très bientôt. Belle fête de fin d'année. Ben, vous aussi. Et on se quitte là-dessus. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. Bientôt. Salut, Denis. Au revoir. Bonne soirée à tous.